Gabrielle Pouilleux, je suis chercheuse au CNRS Alors ça marche pas. Il est moins sensible que l'autre. Ok, allez, tu prends l'autre, c'est bon. Alors, pour celui-là, j'ai pas de pied. Donc, comme je disais, je suis chercheuse au CNRS en sciences politiques. De formation initiale, je suis ingénieure agronome. Je suis toujours passionnée pour les questions agricoles, en particulier, et alimentaires plus récemment. J'ai travaillé dans ma carrière sur plusieurs sujets. Au début, j'ai beaucoup travaillé sur la politique agricole commune, les réformes de la politique agricole commune. Ensuite, j'ai travaillé, et plus largement, sur le système politique européen. Ensuite, j'ai travaillé plutôt sur je suis partie à la FAO à Rome et je travaillais plutôt sur les politiques agricoles en Afrique, les politiques alimentaires, de sécurité alimentaire surtout en Afrique et dans les organisations internationales, comment les organisations internationales produisent un certain nombre des récits en l'occurrence, et qui ont des effets bien sûr. Et puis ensuite j'ai travaillé plutôt sur les politiques de régulation privée, notamment du commerce international des grandes commodités agricoles. Et puis, plus récemment, ensuite j'ai travaillé sur tout ce qui est standard, bio, agroécologique et tout ça. Et plus récemment, je me recentre, comme je ne veux plus du tout prendre l'avion, pour le coup, je me recentre vraiment sur les questions plutôt françaises, européennes. Voilà. Alors aujourd'hui, on m'a demandé de parler des récits autour des politiques alimentaires. Et donc, je me suis dit que c'était intéressant de mettre en regard les récits scientifiques et les récits politiques ou de politique publique, parce que, en tout cas, les politiques agricoles et alimentaires, à mes yeux, elles présentent une sorte d'exemple emblématique de disjonction très forte entre ces deux types de récits, puisque les scientifiques n'arrêtent pas de tirer l'alarme, d'essayer de lancer l'alerte autour des problèmes qu'il y a dans le domaine agricole et alimentaire, et qu'il semblerait que ça n'ait pas beaucoup d'effet. Donc je me suis dit que c'était intéressant de réfléchir à tout ça. C'est un peu l'objet de mes travaux et d'en parler avec vous. Alors, effectivement, on pourrait penser dans une vision idéalisée, qui est même théorisée en sciences politiques, que dès qu'on a des résultats scientifiques, et ben paf, ils vont influencer la décision politique, et puis donc... si c'est bien transmis aux décideurs publics, qui a éclairé, prend les bonnes décisions. C'est une vision idéalisée qui a cours, dans beaucoup qui a toujours cours, puisque on met en avant, en anglais on parle de evidence-based policy, toutes les grandes organisations internationales demandent aux experts de leur donner les savoirs pour pouvoir expliquer, notamment aux pays du Sud, comment faire de l'evidence-based policy, c'est-à-dire des politiques informées par la science. Mais en fait, ça ne marche pas très très bien. Alors, donc comment expliquer tout ça? C'est ce que je vais essayer de faire autour de cet exemple agricole. Pourquoi c'est important ces récits? Donc ces récits, c'est en fait c'est des idées, c'est une façon de poser les problèmes, une façon de proposer des solutions à ces problèmes. Et évidemment, ils peuvent diverger et ils sont importants à repérer parce que, évidemment, ils influencent les comportements individuels et ils peuvent influencer aussi les comportements collectifs et en particulier les politiques publiques. Alors, dans les politiques agricoles et alimentaires, il y a un récit qui est important parce que c'est le récit fondateur, c'est celui de la modernisation de l'agriculture. Il date de l'après-guerre, des années 50-60. Et c'est l'idée, et donc il a fondé les politiques qui sont encore d'actualité dans le domaine agricole en particulier, puisqu'à l'époque on ne parlait pas tellement de politique alimentaire. C'est les grandes lois d'orientation de 60-62 qui mettent en place le remembrement agricole, c'est-à-dire préparent l'agrandissement des exploitations, qui font en sorte de sortir du secteur agricole une grande partie de la population rurale de l'époque, qui va travailler dans... Ah zut, j'ai oublié mon chrono, moi. Qui va travailler... dans les industries automobiles, et la reconstruction après-guerre, donc dans les villes. Donc on sort du milieu agricole plein de main-d'œuvre et qui ne sont plus agriculteurs parce qu'on considère qu'ils sont soit trop vieux, soit trop inefficaces, et on forme des jeunes agriculteurs à l'agriculture moderne.
Et donc voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle les politiques des structures dans les années 60, où le mot d'ordre c'est moderniser, professionnaliser l'agriculture. Et en même temps, on met en place cette fameuse politique agricole commune au niveau européen, où là l'enjeu c'est de soutenir le revenu des agriculteurs par les prix, et donc on est dans le cadre d'un marché européen protégé du reste de l'économie mondiale. On met des prix garantis avec des droits de douane, on protège le marché européen, et on met une politique qui va tout à fait dans le sens de cette modernisation de l'agriculture et qui va inciter à produire. Parce qu'on a des prix artificiellement élevés qui poussent les agriculteurs à produire toujours plus. Il n'y a pas de signal du marché auprès de l'agriculteur, donc il peut produire de plus en plus, il est toujours payé le même prix, il n'y a pas de problème. Et donc c'est comme ça qu'on met en place ces politiques agricoles, et c'est ce récit de la modernisation et de la professionnalisation, et qui passe aussi par la spécialisation. Et cette spécialisation, elle est faite grâce aux engrais chimiques d'une part, qui permet de séparer les productions animales des productions végétales, et aux produits chimiques type phytosanitaire, puisqu'ils permettent de spécialiser à la fois en production végétale et en production animale. C'est-à-dire qu'on peut accumuler plein d'animaux les uns sur les autres, et on a de quoi gérer les parasites par exemple, et puis on peut faire des cultures sans rotation, puisqu'on a des façons de gérer les prédateurs, les maladies, etc. Donc la chimie, vraiment, c'est le cœur de cette modernisation de l'agriculture. Donc il faut aussi apprendre aux agriculteurs à utiliser ces produits chimiques, etc. Et donc il y a plein d'autres politiques publiques qui accompagnent ces politiques agricoles de modernisation. La recherche et l'enseignement, il faut former des cadres du ministère de l'Agriculture. C'est comme ça qu'on forme les ingénieurs agronomes, les écoles supérieures d'agronomie qui forment des ingénieurs qui vont aller dans les directions départementales de l'État, former les agriculteurs, former les jeunes. On fait de l'enseignement, des BTS, des CAP agricoles, etc., pour porter cette bonne parole de l'agriculture modernisée, basée sur la chimie. Et puis donc on valorise les agriculteurs qui investissent dans la mécanisation, dans ces produits, etc., etc. Et donc ça a plutôt bien marché, ça a même très très bien marché. Et dès les années 70, on a commencé à avoir des excédents agricoles sur le marché européen qui ont commencé à s'accumuler, puisqu'on continue à payer les prix garantis, et qui commençaient à coûter très très cher, puisqu'on devait stocker tous ces produits, stocker des céréales dans des silos, il faut les ventiler, etc., ça coûte des sous, on stockait du beurre, on stockait du vin, on stockait tout ça, et il fallait s'en débarrasser ensuite. Normalement, c'était des systèmes de stockage transitoires qui ensuite on remettait en marché, on attendait que les prix se stabilisent, bref, que redescendent, et puis ce système-là, quand on est dans une situation d'excédent structurel, ça ne marche pas. Et donc on relarguait sur les marchés internationaux tous ces volumes de céréales, de produits agricoles en excédent européen. Et ça, c'était vraiment délétère, à la fois pour par exemple les pays, les économies agricoles des pays du Sud, quand d'un coup des tonnes de céréales arrivaient à prix cassé, ça cassait des filières entières, ou le lait, par exemple, les coûts de lait en Afrique, etc. Et puis surtout, ça a agacé considérablement nos partenaires commerciaux, enfin les États-Unis en particulier, et puis ce qu'on appelait à l'époque les pays du groupe de Cairns, qui sont des exportateurs sur le marché international. D'un coup, là, il y avait plein de produits qui arrivaient à très bas prix, hyper subventionnés, sur les marchés, et ça leur faisait ce qu'ils considéraient comme une concurrence déloyale. Et donc ça a préparé une autre phase sur le plan agricole, qui est celle de la libéralisation. Mais j'y viens juste après, et c'est un autre grand récit, celui de la compétitivité des marchés internationaux qu'on connaît aujourd'hui et qui date de ces années-là, les années 90. Mais j'ai parlé de la production agricole et de la modernisation agricole, mais c'est allé de pair. Cette modernisation, cette spécialisation, elle s'est traduite par donc, une production massive de produits agricoles standardisés. Et donc ça a permis l'industrialisation aussi de la transformation alimentaire. Parce qu'on a des produits standardisés qui arrivent en masse et qui peuvent être traités par des process industriels en grande quantité. Et donc on a des spécialisations dans l'industrie agroalimentaire qui se mettent en place à ce moment-là. Il y a des industries qui font du cracking, qui vont craquer des grains de blé en amidon, en caramel, enfin ça se craque comme on craque du pétrole, on craque des céréales, ou on peut craquer du lait aussi, en plein de sous-composants qui ensuite vont être réutilisés par d'autres types d'industriels qui font ce qu'on appelle de l'assemblage
et qui vont fabriquer des produits ceux qu'on achète dans les supermarchés. Voilà. Donc des produits qui sont en fait un peu tous les mêmes, et c'est une troisième caractéristique de cette transformation alimentaire. Elle se base sur des produits standardisés, des process comme ça aussi très standardisés, et en fait une utilisation très importante du marketing qui permet de redifférencier les produits. C'est-à-dire qu'ils sont à peu près construits de la même façon, mais on les vend avec des marques particulières, des emballages particuliers, et ça permet de redifférencier et de pouvoir faire de la marge sur ces produits-là. Donc ça, c'est vraiment ça qui s'est mis en place à partir des années 60 et qui s'est installé dans les décennies qui ont suivi. Et sur le plan de la consommation, disons, on commence à avoir des habitudes alimentaires qui changent, avec plus de produits animaux, beaucoup moins de diversité dans les produits végétaux notamment qui sont consommés, et puis on achète de plus en plus en grande distribution, puisque ces politiques de modernisation, c'est allé aussi avec des politiques d'aménagement du territoire particulières qui ont favorisé le développement notamment de la grande distribution. Donc tout ça, comme je le disais, et donc à ce moment-là, les seules politiques alimentaires qu'il y avait, c'était des politiques de sécurité sanitaire où on faisait attention que les industriels, on a mis en place des process et des institutions de contrôle pour que les industriels, qu'il n'y ait pas de problème bactériologiques notamment, des choses comme ça, puisque si une petite bactérie qui se mettait dans des volumes énormes, ça peut avoir des conséquences évidemment très importantes. Donc des formes de traitement de ces choses-là qui sont à vocation industrielle. Et des politiques sanitaires qui ensuite se sont imposées à l'ensemble, évidemment, de la transformation. C'est comme ça qu'on s'est débarrassé de beaucoup d'agriculteurs qui faisaient de l'activité de transformation à la ferme, etc. Ils n'étaient plus aux normes. Je ne vais pas vous refaire cette histoire-là. Donc ces problèmes sur les marchés internationaux, ça a amorcé ce deuxième récit qui est toujours présent aujourd'hui, qui est celui de la compétitivité des marchés internationaux. Parce qu'en fait, donc, sous la pression, là aussi je vous la fais courte, mais sous la pression des partenaires commerciaux et des États-Unis du groupe de Cairns, par l'intermédiaire d'un autre système de négociation qui s'appelait à l'époque le GATT, qui s'appelle maintenant l'OMC, et qui n'a plus vraiment de puissance de feu. Maintenant, l'OMC, elle est complètement affaiblie. On l'a remplacée par des traités commerciaux bilatéraux. Mais à l'époque, c'était très puissant, puisque ce GATT, justement, en fait, en 86, on a décidé, avec tous les partenaires commerciaux au niveau international, de négocier sur les questions agricoles en même temps qu'on négociait sur les questions industrielles et sur les services. Pour la première fois à partir de 86. Avant, il y avait ce qu'on appelait l'exception agricole. On considérait que l'agriculture, c'était notre alimentation, donc c'était très politiquement risqué de discuter de ça dans un même paquet avec d'autres choses. Mais à partir des années 80, c'était vraiment l'époque hyper libérale, on décide de négocier tout ça en même temps. Et donc les États-Unis, groupe de Cairns, évidemment, nous ont dit, bon bah écoutez, nous on négocie plus au GATT tant que vous ne réformez pas votre politique agricole commune et que vous ne la rendez pas plus libérale. Et donc, c'est comme ça que ça a arrangé, là aussi, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça a arrangé plein de gens au niveau européen de faire comme ça, que ce soit Jacques Delors qui voulait développer de nouvelles politiques européennes et donc dégager les budgets, que ce soit les industriels français et les Allemands qui avaient leur programme Airbus à défendre, ou que ce soit même les céréaliers français qui avaient tout intérêt à une plus grande libéralisation pour pouvoir récupérer notamment des marchés au niveau européen et au niveau international. Donc tout ça s'est traduit par ce nouveau récit qui s'impose autour de la compétitivité, etc., la valorisation de l'exportation, et ça continue, et ça accentue en fait le fait, parce que donc on n'a plus ces prix garantis, maintenant, parce que ces réformes, elles se sont faites à partir de 92 jusqu'au milieu des années 2010. On a ce qu'on appelle découpler le soutien, c'est-à-dire qu'on ne soutient plus les agriculteurs à travers des prix institutionnels, c'est-à-dire des faux prix payés par l'État, mais on les soutient par des aides directes. Et le calcul de ces aides, il a été fait de façon à restituer exactement ce que le soutien des prix garantis. Ce qui fait que ça fait, par exemple, les prix garantis, plus vous produisiez, plus vous étiez payé.
Donc ça soutenait plus les plus gros. C'est pour ça que maintenant on se retrouve avec un système d'aide directe qui reflète exactement ce qui se passait avant, mais ça ne se voyait pas parce que ça passait par les prix du marché. On a des aides qui sont beaucoup plus importantes puisqu'elles sont versées à l'hectare. Elles sont plus importantes pour les plus gros agriculteurs et beaucoup moins importantes pour les plus petits. Et ça vient de ce système des prix garantis parce que on n'a pas voulu à l'époque faire une compensation différentielle, c'est ce que proposait la Commission européenne. Mais là, les céréaliers français n'étaient pas du tout d'accord. Ils voulaient garder leurs sous et avoir le plus de sous possible. Et donc, on a fait comme ça. Ce qui fait qu'on s'est mis... En fait, notre problème des années 80, 70, 80, 90, c'était les excédents. D'un coup, c'est devenu une qualité parce qu'on a mis en avant le fait qu'on exporte massivement sur les marchés internationaux, qu'on rétablit le déficit de la balance commerciale, ce qui était vu comme un problème antérieurement. Avec ce changement d'instrument et ce changement de contexte des politiques publiques, ça devient... En fait, c'est vu comme un avantage, c'est-à-dire que la France est une grande puissance exportatrice, c'est le discours des politiques publiques. Et en effet, si on regarde, sur ce graphique, ça donne une idée de ce qu'on importe et ce qu'on exporte, en proportion. C'est des pourcentages. Vous voyez, la petite ligne en pointillé rouge, elle montre si toutes les productions qui vont jusqu'à ce pointillé, ça veut dire qu'on est autosuffisant. C'est-à-dire, on produit en dessous de la ligne rouge, tout ce qu'on produit, on le consomme sur le marché, et au-dessus, c'est ce qu'on exporte. Et ce qui est jaune, c'est les productions végétales, et le reste, en rouge, on a la viande. Voilà. En gros, c'est pour vous donner une idée de la structure de nos exportations. En gros, on exporte massivement des céréales, et ces céréales, c'est pas pour donner à manger aux gens, c'est de l'alimentation animale. Donc ça, c'est quand on parle de l'agriculture française et la puissance de l'agriculture française sur les marchés internationaux ou européens, c'est essentiellement de l'exportation d'alimentation animale. Ce qu'on importe, parce qu'on parle toujours, là je vous fais une parenthèse, mais on importe effectivement des produits, mais c'est des produits qu'on ne peut pas produire. Typiquement l'huile de palme qu'on utilise massivement dans l'industrie agroalimentaire parce que c'est une matière grasse qui est la moins chère sur le marché international et qui permet on peut brûler très fort cette huile et elle ne donne pas de goût aux biscuits ou aux aliments qu'on cuit avec, donc elle est très intéressante pour les industriels, donc on l'utilise massivement en industrie agroalimentaire. Donc huile de palme, fruits tropicaux, riz. Évidemment, le riz, on en produit un petit peu en Camargue, mais on l'importe essentiellement d'Asie. Et puis le soja, qu'on importe massivement aussi. Enfin, en fait, on en produit un peu, mais on en exporte une partie. Et on importe massivement du soja, essentiellement d'Amérique latine. Notre principal fournisseur, c'est le Brésil. Donc, et ce soja, il est lié à cette industrialisation de la production animale, au fait qu'on mange de plus en plus de viande, on a besoin de leur donner une ration protéique et on donne des tourteaux de soja aux animaux. Ça, je pense que je vous apprends rien. Donc voilà, donc l'important, donc le résultat, en tout cas de cette période de modernisation, c'est qu'on se retrouve avec une économie agricole en France qui est hyper exportatrice, essentiellement de céréales. Et en plus, on peut de céréales, et puis on exporte aussi du vin et des fromages. Et ça, c'est pas en volume que c'est important, c'est en valeur parce que c'est des produits à forte valeur ajoutée. Mais la grosse majorité de nos exportations, c'est des produits qui sont bruts, qui n'ont aucune valeur ajoutée, qui sont des céréales vendues sur le marché pour l'alimentation animale et qui en plus posent, comme vous le savez sans doute, les céréales en France, c'est le premier poste de consommation de pesticides. Donc on exporte. Comment ? Et d'eau. Alors je ne sais pas, le maïs en particulier pour l'eau, blé tendre, orge, je ne sais pas à quel point dans le bassin parisien c'est pas irrigué. Mais bon, maïs dans le sud-ouest peut-être. Mais essentiellement le message plus important sans doute là pour moi que l'eau, c'est les pesticides. 80% de la consommation, des dépenses de pesticides en France, elles sont dépensées sur 44% de la surface agricole utile qui sont pour les céréales. 13% sur oui. Et des pesticides aussi qu'ils utilisent pour pouvoir les tenir dans des silos. Après, quand on les stocke, évidemment, il y en a utilisé des produits chimiques à tous les stades en fait, de la production agricole. Donc ça, c'est pour vous donner une idée en fait, du résultat
de cette période de modernisation. Et ce graphique-là, il date de 2022, donc c'est vraiment d'actualité. Autre résultat de notre affaire, c'est la réduction considérable de la part du prix payé, de ce qui est payé à l'agriculteur. L'agriculteur, là, dans cette affaire, il se retrouve avec 7% de la part du prix. On donne des sous. Quand on paye 100 €, on va donner 7 € à l'agriculteur, on va donner 10 € aux industriels qui ont fait la transformation des aliments, 13 € aux restaurateurs, des services divers, publicité, etc. Commerce, je ne sais pas ce que c'est ça, c'est peut-être les petits commerces, je ne sais pas. Et on importe les importations intermédiaires, c'est notamment le soja, c'est notamment les engrais chimiques, et puis les importations finales, ça c'est les produits alimentaires qu'on importe. Mais donc sur 100 € de dépensés, finalement, il y en a très très peu qui arrivent à l'agriculteur, c'est une autre caractéristique de notre affaire, et ça, je pense aussi que ça ne vous étonne pas. Un autre élément important, en tout cas en sciences politiques, pour moi, j'ai mis ça, c'est la concentration extrême des acteurs à l'amont de l'agriculture, avec, pour chaque, on le voit là, pour les pesticides, on a un seul acteur qui a le quart du marché mondial, avec 6 firmes, on est presque à 80% du marché. Donc on a une concentration très forte des acteurs de ces marchés-là. Sur les semences, on a 2 firmes qui font presque la moitié du marché, et Bayer à lui seul qui fait un quart du marché mondial. Pareil sur les machines agricoles, sur les médicaments. Et là, en génétique animale, c'est le cas pour les filières qui sont les plus industrialisées, c'est l'exemple des poulets, où on a 3 firmes qui font la totalité de la génétique, c'est-à-dire de la production de poussins, mais non, et même de semences de poulets pour les poulets industriels. C'est hallucinant. Donc on a le résultat de tout ça, à la fois de cette modernisation, de cette dépendance aux produits chimiques et de l'ouverture au commerce international, c'est une hyper concentration à l'amont. On a aussi la même chose à l'aval, avec quelques groupes, ADM, Bunge, Cargill et Dreyfus, qui font, je ne sais plus, 90% du marché mondial du trading, c'est-à-dire du commerce des céréales au niveau mondial. Et puis, pareil, on voit là, c'est l'exemple français, le poids énorme pris par la grande distribution. On a 5 principaux acteurs qui concentrent le pouvoir de choisir quels produits ils achètent, à la fois aux agriculteurs et aux industriels, et quels produits ils offrent aux consommateurs. Donc ils sont aussi très importants pour constituer ce qu'on appelle l'environnement alimentaire des mangeurs, puisqu'ils sont influencés directement par ce qu'ils trouvent à manger et où ils le trouvent. Et essentiellement, les Français font leurs courses en grande distribution. Donc ça, disons que c'est des résultats en termes de rapport de force, de pouvoir économique, qui est aussi un pouvoir politique. On va voir tout à l'heure comment ils utilisent ce pouvoir économique pour influencer les politiques, mais des acteurs industriels, des acteurs intermédiaires de la chaîne alimentaire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais dire que, voilà, alors là on est sur, donc, le produit du récit de ce récit de la modernisation et de la compétitivité, de ces 2 récits successifs. Et bien maintenant, c'est, voyons le récit, parce que tout ça donne lieu à un certain nombre de problèmes, je pense que là aussi on n'apprend rien en entendant ça, mais donc ça a donné lieu à une multiplication des récits scientifiques qui soulignent les problèmes. Alors, problèmes, on en a dans tous les sens, des problèmes là tout récemment, il y a un rapport des 3 corps d'inspection de l'État qui est sorti ces derniers jours, qui montre le niveau de pollution des eaux catastrophique, avec 12 500 captages d'eau qui ont été fermés sur 33 000 en France depuis les années 80 à cause des pesticides.
Là, il y en a 4000 qui sont vraiment considérés comme sensibles. On a, je ne sais pas si vous avez entendu parler là des polluants éternels qu'on retrouve dans l'eau et qui commencent à être mis dans le débat par génération future. Enfin, on a vraiment des problèmes de pollution des eaux qui sont à la fois les eaux de surface, maintenant toutes les nappes en France sont polluées aux pesticides. Et ça, quand une nappe est polluée, c'est plusieurs décennies avant de pouvoir s'en débarrasser. Donc c'est des problèmes importants. Problème d'effondrement massif de la biodiversité, et en particulier dans les zones agricoles. On a des travaux scientifiques récents qui montrent en Allemagne, notamment dans des zones d'agriculture intensive, jusqu'à 90% des insectes qui ont disparu en 30 ans. 90% des insectes qui ont disparu, ça veut dire qu'il n'y a plus de fonction de pollinisation. Ça veut dire qu'il y a des sols enfin, là c'est les insectes volants, mais on a aussi des travaux qui montrent l'appauvrissement de la diversité organique des sols, donc ça pose des problèmes en termes de fertilisation évidemment. On a des baisses du nombre d'oiseaux, vu qu'il n'y a plus d'insectes, il y a toute une partie des oiseaux qui se nourrissent d'insectes qui disparaissent. Bref, on a un effondrement de la biodiversité directement lié aux activités agricoles. Alors c'est d'une part la disparition de ce qu'on appelle maintenant les infrastructures agroécologiques, c'est-à-dire les haies, les arbres, les machins, mais c'est aussi et surtout, il faut le redire, les pesticides. En termes de santé publique, on mange des produits qui sont trop gras, trop salés, trop sucrés, avec trop de produits animaux, trop de résidus de produits chimiques, et des produits ultra-transformés, dont là il y a encore des controverses scientifiques sur exactement les effets de l'ultra-transformation, mais il y a plein de chercheurs qui voient des problèmes là-dedans. Ça se traduit par des problèmes majeurs de santé publique, obésité, liée au fait qu'on mange trop gras, trop sucré, etc., mais aussi liée aux perturbateurs endocriniens. Les travaux de la cohorte BioNutriNet montrent que quand on mange bio, on a surtout beaucoup moins de chances de devenir obèse, parce qu'il n'y a pas de résidus de pesticides. Des taux de diabète qui explosent. En 10 ans, on a eu plus 160% de diabète de type 2, c'est-à-dire lié à l'alimentation. Des taux de maladies cardiovasculaires qui explosent aussi. Des cancers liés à l'alimentation, cancers des agriculteurs. Ils sont de plus en plus... les liens entre l'exposition directe ou indirecte aux pesticides est avéré. Je vous renvoie au rapport de l'INSERM de 2021 qui est très alarmiste sur ces questions-là. On a des problèmes de précarité alimentaire, malgré toute cette quantité de production alimentaire. On a 30% des Français qui déclarent avoir des difficultés financières pour manger une alimentation saine qui permettant de faire 3 repas par jour. Ça, c'est un sondage Ipsos Secours Populaire qui date de 2021. Donc on a eu un doublement du recours à l'aide alimentaire en France en 10 ans. Donc des problèmes sociaux chez les mangeurs, des problèmes sociaux chez les agriculteurs aussi, puisque on l'a bien vu avec les mobilisations, il y a plein d'agriculteurs qui ne s'en sortent pas. On a un taux d'endettement qui est passé de 6% dans les années 60 à maintenant plus de 43% en moyenne en France. Je crois qu'on était à 57% en Bretagne l'année dernière. Donc des taux d'endettement de folie. Sur le plan éthique, les conditions de vie des animaux, les conditions de travail dans la chaîne alimentaire, abattoir, grande distribution, etc., qui sont problématiques. Et puis changement climatique, l'agriculture, notamment à travers les gaz qui émanent de la dégradation des engrais chimiques, elle est responsable de 30% de l'émission des gaz à effet de serre en France. Bref, on a plein de soucis. C'est maintenant renseigné vraiment massivement par les scientifiques. Ça a été long, parce que, comme vous savez, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les récits de modernisation, ils étaient institutionnalisés notamment dans les institutions de recherche. Et moi-même, j'ai fait ma thèse à l'INRA et ensuite j'ai travaillé au CNRS. À l'INRA, pendant très longtemps, c'était complètement tabou, par exemple, de parler d'agriculture biologique. Parce qu'on avait des chercheurs qui étaient formés dans un paradigme, dans une façon de voir les choses qui devait être... moi, quand je faisais ma thèse, il y avait un gars à la cantine, je le croisais, il faisait sa thèse sur la génétique du poulet et sur comment les rendre plus résistants sur le bord de leurs ailes aux escarres pour pouvoir les mettre plus serrés dans les cages.
pour pas qu'il y ait des escarres sur les poulets dans les rayons. Donc, je veux dire, et ça, c'était, moi j'ai fait ma thèse, j'ai soutenu en fin des années 90, donc c'était encore des jeunes chercheurs qui étaient embauchés ensuite à l'INRA, et un chercheur qui est embauché, il a toute sa carrière, donc ce monsieur, je ne sais pas ce qu'il a fait maintenant, mais enfin, il a été formé dans cette logique-là. Donc c'est très long de changer l'orientation des institutions de recherche. Mais bon, ça commence à se faire, et maintenant on a quand même de plus en plus de travaux qui montrent tous ces problèmes-là, et heureusement, il n'y a pas que l'INRA, il y a des chercheurs ailleurs qui sont moins soumis, notamment à la tutelle du ministère de l'Agriculture. Voilà, ces critiques, elles sont anciennes, etc. Bon. Et donc ça, à quoi ça mène? Ça mène à des changements progressifs des politiques agricoles, mais en fait très progressifs, et même trop progressifs, puisque on a, en fait, comment ça se passe? On a un affichage qui se verdit. Vous avez déjà entendu parler des paiements verts de la PAC. Enfin, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, ça va vous ennuyer, mais en gros, on pourra le faire dans la discussion si ça vous intéresse. Mais en gros, on constate une annonce, enfin des annonces qui vont dans le sens de verdir les choses. Par exemple, exemple énorme, mais le plan Ecophyto qui a annoncé à partir de 2008 de réduire de 50% la consommation de pesticides en France, et qui en fait, en 2015, on avait une augmentation de 20-30% de la consommation de pesticides en France. Donc des échecs patents du plan Ecophyto. C'est un exemple. En termes de politique, donc l'approche de ces questions-là, c'est de dire il faut inciter les agriculteurs, il ne faut pas les forcer. Et on est vraiment sur des questions, des trucs de formation, d'information, de greenwashing, on peut dire, en gros, puisque, par exemple, maintenant, la PAC, dans le plan français de la PAC, on a 30% des soutiens qui sont conditionnés à des pratiques soi-disant environnementales. En réalité, 99% des agriculteurs français ont touché ce qu'on appelle l'éco-régime sans changer du tout leurs pratiques. Donc ça montre bien que ça n'a pas d'effet. Sur le côté politique alimentaire, sur les politiques alimentaires en France, on a une approche qui est uniquement centrée sur la responsabilité du consommateur, et on se dit qu'un consommateur mieux informé va acheter une alimentation plus saine et va mieux se nourrir. Et donc on fait, par exemple, depuis 2001, on a un programme de politique alimentaire vrai qui s'appelle le PNNS, le programme Nutrition Santé, et qui explique aux gens qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, et qui, si on compare le budget de ce fameux PNNS, donc qui est la politique nutritionnelle en France, il est 1000 fois inférieur au budget publicitaire des industriels, plus distributeurs, plus restauration commerciale. Donc 1000 fois moins que la pub qui est mise dans la malbouffe. Donc autant vous dire que ça a peu de chances d'aboutir. Et on refuse de contraindre le consommateur. Ça, c'est vraiment un refus. Moi, je siège, entre guillemets, au CNA, le Conseil national de l'alimentation, en tant qu'expert, comme un certain nombre de collègues experts. Et donc, c'est ce qu'on appelle en France, qu'on présente en France comme le Parlement de l'alimentation, où tous les gens concernés par l'alimentation viennent discuter. Donc, il y a les représentants de la FNSEA, il y a la Confédération paysanne, il y a les industriels agroalimentaires, il y a beaucoup des industriels agroalimentaires, il y a la grande distribution, etc. Et à chaque fois qu'on parle de, notamment, contraindre, que ça peut être émis par une ONG environnementale ou un chercheur, l'idée de contraindre les industriels à mettre un peu moins de publicité, ou de limiter la publicité. Ça, c'est une levée de bouclier immédiate. Enfin, s'il y a des choses qui sont absolument tabous, et cette question de la contrainte des acteurs économiques qui sont là, en fait, pour donner du travail aux Français, c'est pas possible. Ah oui, ça c'était pour vous donner une idée de la part des paiements. En France, en gros, on dépense chaque année, enfin l'État dépense chaque année, au sens large, les pouvoirs publics dépensent chaque année 50 milliards d'euros pour le système alimentaire. Et sur ces 50 milliards d'euros, eh bien en fait, en 2024, si on prend l'exemple de 2024, on dépense 9%
de manière favorable à une transition écologique de ce système alimentaire, que ce soit destiné aux agriculteurs, aux industriels, etc. Donc des 50 milliards, il y a seulement 6% non, seulement 3% qui sont très favorables à une transition agroécologique et 6% qui sont peu favorables. Et 7% clairement défavorables, et puis, bon, il y a des choses qui sont difficiles à remonter. Mais en gros, on avait d'autres calculs par d'autres chercheurs qui ont montré que, par exemple, pour le soutien à l'agriculture biologique en France, c'est quand même maintenant 11%, je crois, de la SAU, eh bien, il y a 1% du soutien agricole qui va à l'agriculture biologique. Donc, on est vraiment sur une disparité extrêmement forte. Voilà. Alors, pourquoi c'est si compliqué de changer? Qu'est-ce que j'avais mis comme... Oui, alors ça, c'est pour vous donner une idée de la répartition des sources de soutien, mais j'y reviendrai tout à l'heure, c'est peut-être pas très important. Mais alors, pourquoi c'est si compliqué de changer? Pourquoi cette politique, elle change si mal, si lentement? Le lobbying. Alors, le lobbying, ça veut dire quoi, le lobbying? La pression des industriels. Alors, la pression des multinationales, et c'est tout? Pour maintenir le profit. Pour maintenir le profit, mais est-ce que c'est que la pression des multinationales? Du marché aussi, je ne sais pas qui, mais ceux qui... Notre consommation, notre propre consommation aussi. Et aussi les pouvoirs politiques, les pouvoirs publics qui vont Alors, les pouvoirs publics, c'est eux qui prennent les décisions, c'est sûr. Mais, en effet, j'aurais pensé que vous me répondiez, c'est à cause des agriculteurs. Mais c'est aussi, en fait, donc moi je vous aurais répondu, bah non, parce que c'est pas les agriculteurs, parce que les agriculteurs, en fait, les agriculteurs, si vous avez bien vu ce qui s'est passé, l'hiver dernier. Je veux dire, on a quand même des reculs hallucinants sur justement les quelques petits pas en avant qu'on avait eu sur des critères particuliers des politiques agricoles pour préserver la biodiversité, pour inciter à moins de pesticides, etc. Je finis. Il y a eu des retours en arrière énormes, sous la pression de quoi? De la rue, et dans la rue, il y avait les agriculteurs. Mais justement, c'était là où je voulais faire effectivement une nuance. C'est pas tous les agriculteurs, parce que je voulais vous laisser donner les résultats d'un sondage Ipsos Collectif Nourrir du début de l'année 2024. On a en fait 85% des agriculteurs français qui sont favorables, et qui se disent favorables à une transition agroécologique. Et sur ces 85%, il y en a 62%, je crois, qui pensent que c'est une nécessité, et 23% qui pensent que c'est même une opportunité. Donc, ils ne sont pas tous hyper emballés, mais en tout cas, de toute façon, ils sont les premières victimes du changement climatique, il faut bien le dire, et donc ils ne sont pas débiles, ils savent très bien qu'il faut. Mais alors, qui est contre? En fait, effectivement, les intérêts organisés, vous avez parlé du lobbying des firmes, mais il y a quand même un lobbying très fort de ceux qui se revendiquent comme les représentants majoritaires du secteur. En fait, c'est les représentants dominants, parce que quand on regarde vraiment les modes d'élection au champ de l'agriculture, etc., ils sont que majoritaires et pas dominants. Et ils sont que dominants et pas, ils sont majoritaires très artificiellement, en fait, du fait de l'organisation du scrutin, en réalité. Mais bon, je ne suis pas... il y a des travaux tout récents qui ne sont pas encore publics là-dessus, mais c'est incroyable. Mais par contre, effectivement, les représentants des agriculteurs et les firmes font ce qu'on appelle du lobbying. Alors, je voudrais revenir là-dessus. Donc, alors, justement, alors là, on a... Donc, le représentant des agriculteurs actuels, c'est Arnaud Rousseau. Arnaud Rousseau qui se dit agriculteur, hein. Il est aussi PDG, donc il est président de la FNSEA, il est aussi PDG du groupe Avril, et il est président de la Fédération des oléoprotéagineux, et voilà, là en cravate c'est pour Avril, mais pourtant, donc,
En fait, ce que j'essaie de dire, c'est les récits, parce que voilà, je reviens à mes récits. Les récits, enfin, il y a des récits qui sont mis dans l'espace public par ces intérêts organisés. Et ce récit, c'est quoi? C'est celui d'une mise en scène, notamment, de l'unité paysanne autour de la FNSEA, qui est de moins en moins visible, heureusement. Ça, c'est les seuls bénéfices qu'on a pu avoir, je pense, de l'épisode de l'année dernière, c'est-à-dire une visibilisation de divergences. La présidente de la conf, Laurence Marandola, disait qu'elle n'a jamais été autant sollicitée par les journalistes qu'à cette période-là. Ça montre bien qu'il y a quand même un petit glissement et on commence à se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls. Mais en tout cas, ce monsieur, il se dit agriculteur, mais il est en fait surtout PDG d'Avril parce que, à mon avis, il n'est pas très souvent dans ces champs comme ça en t-shirt et il est plus souvent en cravate parce qu'on ne peut pas être PDG d'Avril et être dans son champ sur son tracteur, ça c'est sûr. Et donc, en fait, c'est important en termes de récit et en termes de vision du monde parce que Avril, c'est un groupe qui est implanté internationalement, qui a des intérêts de partout et donc forcément qui porte une vision qui a intérêt, qui a besoin de cette masse, de ce volume agricole massif, standardisé qui arrive et qui, dans ces process industriels. Donc il y a une forme de mise en scène de l'unité syndicale avec, par exemple, l'utilisation du vocable de paysan qui a été initié par Christiane Lambert au départ. Elle parlait des agriculteurs comme des paysans, alors qu'avant c'était vraiment l'apanage de la Confédération paysanne, paysans travailleurs, Confédération paysanne, c'était un gros mot avant d'être paysan. Maintenant, c'est utilisé. Et donc il y a des formes de stratégie pour brouiller, des récits qui sont là pour brouiller le débat public. Et on peut le faire avec les paysans, Sauve ton paysan, ça on le voyait partout dans les manifs. Ou pour cacher, on peut le mentionner aussi, je viens après à la diversité, mais le terme de souveraineté alimentaire qui est mis en avant, qui est là aussi depuis le Covid, est mis en avant par la FNSEA, à l'époque par Christiane Lambert, et qui a même donné son nom au ministère de l'Agriculture, qui maintenant s'appelle le ministère de la Souveraineté Alimentaire, l'agriculture et la souveraineté alimentaire. Et cette souveraineté alimentaire, elle était la création au départ de la Via Campesina. C'est un syndicat de gauche au niveau international autour des questions de droit, de démocratie, de droit à produire ce qu'on veut et manger ce qu'on veut, de pouvoir, enfin, des droits des paysans en général. Donc vraiment une vision très politique de cet enjeu-là. Et il a été retraduit par Christiane Lambert et par la FNSEA autour du droit d'exporter. C'est ça qui est revendiqué autour de la souveraineté alimentaire maintenant. Donc il y a une forme de récupération de la critique à travers des récits particuliers. Et tout ça, on peut aussi dire la même chose de l'agribashing. La FNSEA parle beaucoup de l'agribashing. C'est une façon aussi de construire l'unité paysanne, en fait. De construire l'unité comme si tout le monde, l'agribashing se tournait vers tous les agriculteurs. Alors qu'en réalité, il y a des critiques sur certaines pratiques, et notamment l'utilisation de pesticides, et je vais le voir. En fait, quand on regarde le monde agricole, là je trouve que ce schéma, il montre filière par filière, il montre à la fois les disparités très fortes qu'il y a entre types de production spécialisée et à l'intérieur des filières. Comment il faut lire ça? La barre noire du milieu, c'est la médiane, ça veut dire qu'au-dessus, 50%, il y a 50% des gens qui gagnent plus, par exemple des porcins sur la gauche, plus de 100 000 euros, et 50% qui gagnent moins de 100 000 euros. Et toujours sur les porcins, il y a 10% qui gagnent moins autour de 5 000 euros et 10% qui gagnent plus de 275 000 euros par an. Tandis que si vous avez, donc c'est une filière dans laquelle les disparités sont très fortes. De la même façon, sur les grandes cultures, on a 10% qui gagnent plus de 200 000 euros et 10% qui gagnent moins de je sais pas, 4 ou 4 000 euros. Alors que dans d'autres filières, on a des disparités beaucoup moins grandes. Par exemple, en bovin viande, le plus riche et le plus pauvre, ils sont beaucoup plus proches. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Le fait qu'il soit proche entre 0 et 75 000, c'est peut-être plus proche en écart, mais en valeur, du coup, c'est... Ça reste éloigné, ouais. Oui, ça reste éloigné si on peut, mais enfin, en tout cas, si on compare aux porcins ou aux céréaliers, et surtout que, si vous voulez,
c'est-à-dire que la médiane est beaucoup plus élevée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui gagnent plus d'argent dans certaines filières que dans d'autres. Donc ça, c'est très important aussi, parce que dans l'épisode de l'année dernière, je pense que c'est, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, c'est des éleveurs ovins caprins dans le sud-ouest, donc dans les situations économiques les plus terribles, qui se sont mobilisés. Ils avaient en plus, non seulement ils ont des problèmes de revenus, parce que ils sont mal payés, mal rétribués, avec un travail très pénible et très prenant, et qui en plus ils avaient eu des problèmes de maladies, de fièvre catarrhale ou je ne sais plus laquelle. Et donc ils se sont mobilisés au départ, en dehors de tout syndicat. Ils ont obtenu gain de cause, mais tout de suite après, la FNSEA a repris la mobilisation. La mobilisation s'est déplacée du sud-ouest vers le bassin parisien, où là, les revendications ont changé. On était avec des céréaliers qui ont revendiqué autour notamment des questions de pesticides, des questions de retraite. Ça a changé, et c'est à ce moment-là qu'on a fait passer toutes les mesures autour des questions, notamment des pesticides. Et là encore, on peut faire croire qu'on a un monde agricole. On voit que sur le plan économique et social, c'est pas vrai, mais sur le plan des pesticides, c'est pas vrai non plus. Là, vous avez la carte de l'indice de fréquence de traitement de pesticides en France. On voit qu'il y a des zones rouges, elles utilisent beaucoup de pesticides, et puis les zones vertes, non, c'est logique. Donc on voit qu'évidemment, c'est les grandes cultures, les céréales et la vigne, bien sûr, qui utilisent le plus de pesticides. Donc là aussi, cette histoire de faire comme si les agriculteurs étaient tous critiqués au même titre, ou qu'on résolvait le problème des agriculteurs en général en relâchant la pression sur les pesticides, c'est construire du récit qui tord la réalité pour transformer le débat public. Donc voilà. Les autres tactiques, c'est notamment la production de solutions qui sont en fait partielles par rapport à la multiplicité des problèmes. Ça, c'est du semi-direct, sous couvert végétal, qui permet aux industriels notamment de vendre du matériel. La Climate Smart Agriculture, il y a les Syngenta, les BASF derrière. L'agriculture régénératrice, là, c'est mis en avant par Danone. Donc des sortes de fausses solutions qui sont mises dans le débat de façon tout à fait pensée par les cabinets de communication qui travaillent pour les industriels d'amont et d'aval de l'agriculture. Mais là, je suis vraiment trop longue, non? Vous voulez qu'on s'arrête? Non. Bon, je finis vite alors. Donc, parce que donc voilà, il y avait ça. Ça, c'est des fausses solutions qui sont des récits qui brouillent encore le débat, parce que on avait ça aussi. Pardon, ça j'aurais dû enlever cette animation. C'était aussi le cas de l'agriculture raisonnée. Vous avez déjà entendu parler de l'agriculture raisonnée. L'agriculture raisonnée, ça a été aussi tout à fait pensé de façon stratégique et politique par le syndicalisme dominant en alliance avec les pesticides, les lobbies des pesticides. C'était une association qui s'appelait PPE, qui s'est associée à la FNSEA. PPE, c'était en fait les représentants, enfin c'était une association qui était liée, qui était construite, c'était les premières associations de lobbying français sur des producteurs de pesticides en fait. Et donc ils ont créé cette histoire d'agriculture raisonnée, respectueuse de l'environnement, et ils ont obtenu de l'État un label qui est certifié au même titre que l'agriculture biologique, etc. Donc soit c'est des fausses solutions ou des solutions partielles. Par exemple sur le semi-direct, enfin, l'agriculture de conservation, on met en avant la santé des sols, qu'il ne faut pas labourer, mais on continue à leur balancer plein de pesticides. Ça permet aussi de vendre des machines. Et soit donc des solutions partielles, soit le drone, là, c'est ce qu'on appelle l'agriculture de précision, où là on dit qu'on va apporter la bonne dose au bon endroit au bon moment. Mais ça, les nappes phréatiques, elles en ressortent autant polluées. Et donc, encore pire, si on veut, c'est des solutions qui sont faites et pensées pour faire concurrence à l'agriculture biologique. Et ça a très très bien marché. Alors, l'agriculture raisonnée, il y a très très peu de gens certifiés, donc c'est un échec sur le plan de, si on veut, sur le plan du standard lui-même, enfin de l'adoption de la norme, mais en réalité c'est
une victoire politique complète. Moi, je fais toujours le test, quand je vais dans une nouvelle boulangerie, je demande est-ce que vous avez du pain bio? Et on me dit, ah non, mais par contre, j'ai de la farine issue de l'agriculture raisonnée. Et donc, il y a une mise en équivalence par un certain nombre d'acteurs, sincèrement, en toute sincérité, de ces deux choses-là. Et pire encore, l'agriculture dite à haute valeur environnementale, dont la certification haute est considérée comme un sésame pour obtenir les aides de l'éco-régime notamment, alors que normalement c'était réservé à des pratiques favorables à l'environnement, alors qu'on continue d'utiliser des pesticides, notamment en HVE 3, et qui fait aussi concurrence via par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la loi Egalim. La loi Egalim, elle exige que la restauration collective offre une partie de produits issus de l'agriculture biologique ou des appellations d'origine ou certification environnementale. Et donc là, par exemple, à une période, au début, à la première loi Egalim, moi je prends souvent le train pour aller à Paris pour mon travail, et par exemple dans le bar du TGV, il y avait toujours des produits bio. Maintenant c'est fini. Il n'y en a plus parce que dans Egalim, maintenant, on met soit du bio, soit de la certification environnementale, ça coûte moins cher un produit HVE qu'un produit bio, donc on en a. Donc c'est vraiment de la concurrence, non seulement directement aux yeux des consommateurs, mais aussi pour se procurer des aides publiques, quoi. Donc c'est des récits qui ont des impacts importants. L'autre récit, c'est qu'il faut nourrir le monde. Un autre récit très très important. Nourrir le monde. Alors nourrir le monde, juste un petit élément bien objectif, de nourrir le monde. Ça c'est l'augmentation en gros de l'offre alimentaire, vous voyez, World, le noir, depuis les années 60. Et la norme OMS, pour être à peu près bien nourri, c'est 2000 à 2500 kcal par jour et par personne. 2500, c'est pour un homme travailleur avec son corps toute la journée. Eh bien, on a obtenu 2500 kcal en 1982. Donc, depuis 1982, au niveau alimentaire, c'est pas de l'offre agricole, là, c'est de l'offre alimentaire, on a déjà trop dans le monde. Ça n'empêche pas que, évidemment, il y a 800 millions de personnes qui meurent de faim, mais elles meurent de faim pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas d'offres alimentaires auprès d'elles? Est-ce que c'est parce qu'on manque de production? Non, c'est pourquoi? C'est quoi? Alors, c'est pas une question de répartition. Alors, ça veut dire une répartition. L'accès à la terre, exportation. Alors, c'est ça. Contre vie. Non, alors, en fait, c'est dans les zones rurales. En fait, c'est ce qu'on appelle un problème d'accès. Soit que les gens soient trop pauvres, notamment dans les villes, pour acheter l'alimentation qui est présente. Donc, c'est un problème économique. Soit, dans les zones rurales, c'est un problème d'accès à la terre et donc des populations agricoles qui ne peuvent pas produire parce qu'elles n'ont pas accès à la terre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'accès, la question de l'accès, et qui est aussi liée, mais en plus, il y a la question des guerres et des conflits, où l'utilisation de la faim comme une arme politique, comme on le voit souvent en ce moment, où les gens meurent de faim à cause des conflits armés parce que les gouvernements affament leur population de façon volontaire. Donc, dans le monde, la faim, c'est pas lié à un manque de production. Vous voyez, la production, elle augmente partout. Et elle est au-dessus des 2500 calories partout, même en Afrique, hein, c'est pas. Donc, c'est une question économique, de pauvreté, et une question politique, de conflit et de guerre. Donc, ça, c'est vraiment... Pourtant, on continue de nous dire « Ah ben oui, mais il faut produire plus, on ne peut pas enlever les pesticides parce qu'on va baisser les rendements, et donc on va pas pouvoir nourrir le monde. » Et si on regarde les exportations françaises, des céréales françaises, vous avez vu tout à l'heure, en gros, nos exportations en volume, c'est surtout des céréales. On a, pour avoir une idée de... Est-ce que l'autre fausse idée, c'est la France doit produire pour nourrir les hommes. Donc les exportations françaises vont nourrir le monde. En fait, la consommation humaine, c'est ça de proportion de notre production. Un tiers sont exportés. Un gros tiers, oui, est exporté, c'est la partie grise, et dont un tiers de ce tiers va à vraiment des questions de sécurité alimentaire à travers l'alimentation humaine au Maghreb. Donc c'est une toute petite partie de nos exportations, c'est un tiers du gris,
Sinon, ça va à l'industrie, ça va à l'alimentation animale principalement. Ok, donc ça aussi, c'est des récits qu'il faut débunker et qui sont pourtant portés à la fois par les firmes et puis par les... Alors, juste pour finir, les stratégies, il y a d'autres stratégies qui sont mises en œuvre par les firmes. C'est les stratégies, c'est vraiment, là aussi, le fait qu'elles soient concentrées, qu'elles soient très riches, ça leur permet d'avoir toutes ces politiques-là qui sont très pensées. Je vous renvoie à cet ouvrage de Stéphane Foucard, qui est vraiment essentiel. Il est très déprimant, mais c'est vraiment... il montre exactement comment fonctionne ce qu'on appelle la production du doute, ou la notologie, la production de l'ignorance. C'est-à-dire que comment, là en l'occurrence les industriels des pesticides, ont brouillé tout le débat public autour de la mort des abeilles. Et comment ils font ça? Il y a plein de techniques ou tactiques. Il y a d'abord l'influence directement sur la production du savoir scientifique. Et cette influence sur la production du savoir scientifique, c'est d'abord et avant tout la production de ce qu'on appelle des causes alternatives. C'est-à-dire qu'ils vont mettre plein de sous sur des projets d'écologues pour, par exemple, montrer que il y a un gros problème avec un parasite des abeilles, le varroa. Ou alors ils vont montrer que la disparition des haies, ça fait mourir les abeilles. Et donc il y a plein de travaux qui sont financés et qui artificiellement gonflent l'existence de ces dires scientifiques dans le débat scientifique. Et qu'ensuite, quand on cherche, par exemple, quand des chercheurs font des méta-analyses, puisque c'est la mode, et glanent tous les résultats de recherche qui ont été faits sur la mort des abeilles, et bien on va voir que majoritairement, qu'est-ce que disent les scientifiques? Et bien ils disent que c'est le varroa, ils disent que c'est le problème de changement de... Et comme il y a peu de travaux, il n'y a pas de travaux financés sur l'effet des pesticides, et bien ça n'apparaît pas dans ces méta-analyses. Et donc ça, c'était vraiment, c'est ce que avait déjà utilisé l'industrie du tabac, etc. Et ça, c'est vraiment utilisé à fond par... et il montre très très bien ça, mais il y a aussi l'utilisation on fait signer des papiers qui sont écrits par Monsanto, par des scientifiques. Tout ça, ça a été renseigné dans des documentaires. Et puis les mises en cause individuelles de chercheurs qui seraient trop un peu revendicatifs, etc. L'utilisation aussi de fausses sociétés savantes financées directement par eux pour exister dans plein de comités, etc. Et puis il y a une activité, outre l'influence directe du travail scientifique, qui est quand même ça vraiment grave. Il y a aussi, ils sont dans les comités réglementaires, puisque toutes les autorisations de pesticides, elles se font à travers ce qu'on appelle la science réglementaire. C'est un truc mi-scientifique, mi-politique, enfin mi-bureaucratique. Et donc les études sont produites par les firmes elles-mêmes, et donc il y a des gens qui sont dans les comités réglementaires alors qu'ils appartiennent aux industries. Il y a aussi des systèmes de passage d'une administration, bref, je vous passe les détails. Tout ça, je vous invite à aller lire ce bouquin. Vraiment, ça montre bien l'ampleur des dégâts. Et j'ai presque fini. Il y a un peu le même genre de travaux qui ont été faits. C'est pas en termes de sociologie des sciences, mais ils montrent bien que les industriels de l'agroalimentaire sont aussi très actifs dans la production du doute, dans la production de récits qui vont envahir le débat public et qui vont tordre les choses. Et sinon, moi, dans mes travaux, j'ai étudié d'autres types de stratégies, mais je ne les détaillerai pas là. C'est par exemple, Syngenta le fait très très bien, offrir des scènes de débat sur les politiques publiques organisées par eux. Ça, ils font ça s'appelle le Forum for the Future of Agriculture, donc le Forum pour le futur de l'agriculture au niveau européen. Tous les ministres, les commissaires, les anciens commissaires s'y pressent pour aller discuter autour du futur de la PAC, par exemple, sur un agenda qui est mis en place par Monsanto, là en l'occurrence Syngenta, dans une association avec l'association des grands propriétaires terriens européens. Bref, donc la fabrication de scènes de débat qui sont directement organisées par les firmes. Ça, c'est une stratégie. Une autre stratégie, c'était les industries des biotechnologies ont imposé un référentiel nouveau via les politiques de recherche qui maintenant s'imposent aux politiques agricoles, qui s'appelle la bioéconomie. Et donc, c'est l'idée d'une exploitation durable de la biomasse, donc d'une optimisation.
Donc les agriculteurs, c'est plus les agriculteurs, carrément on les appelle des moléculteurs, mais on met en avant la dimension de l'économie circulaire, l'utilisation des déchets. Donc c'est là-dessus aussi que se développe même la méthanisation, par exemple. Il y a plein de... Donc mise en place de nouveaux mots-clés des politiques publiques, qui a été fait directement entre EuropaBio, le lobby des technologies, des biotech européens, et la Commission européenne, pour faire le projet qui s'appelait Horizon 2020, qui finance toute la recherche, a financé toute la recherche pendant des décennies. Et puis sinon, il y a aussi la mise en place de régulations privées. Moi, j'ai donc internationale, transnationale, avec... je passe les détails. Si vous avez entendu parler de l'huile de palme durable, par exemple, j'ai étudié précisément comment s'est mis en place une table ronde au niveau international entre des ONG et des industriels, Unilever, HSBC, la Banque mondiale et des ONG, d'autres ONG, pour faire un standard, comme si on pouvait faire de l'huile de palme vraiment durable sans déforestation. Bref, sans parler des pesticides, sans parler évidemment de la main-d'œuvre esclave dans ces plantations, etc. Donc, et ces régulations privées, ensuite, elles sont réinsérées, parce qu'elles sont bien pratiques, elles existent, par les législateurs, et notamment au niveau européen. C'est devenu des éléments de la directive biocarburants, par exemple. Donc c'est réinséré maintenant. Donc voilà, donc pour conclure, moi c'était ça que je voulais vous dire ce soir. J'ai été bien plus longue que prévu. Mais je m'en doutais un peu, mais pas à ce point. Voilà. Et donc moi, ma conclusion, ça serait, ah ben oui, non, ça je passe. Et ça serait que il faut sortir de l'injonction, la transition agroécologique va porter sur les agriculteurs d'un côté, ou elle doit porter sur le consommateur de l'autre côté. Il faut absolument s'occuper du segment central, qui là, en fait, ça montre où vont les financements publics. Ils vont, via les politiques agricoles, 30% vers les producteurs agricoles, donc les agriculteurs. C'est sûr qu'il faut absolument conditionner les aides de façon beaucoup plus sérieuse à des pratiques agroécologiques, mais il y a quand même 34% du soutien qui va essentiellement à travers des exonérations de cotisations sociales et des exonérations fiscales, qui sont des instruments complètement opaques, pas visibles du tout, 34% qui vont aux acteurs intermédiaires de la filière, c'est-à-dire distributeurs, enfin industriels, distributeurs et restauration commerciale. Et ça a encore moins de critères, parce que c'est même pas dans le débat public actuellement. Donc moi je dis sortir de la double injonction. Là, le changement doit peser que sur les épaules de l'agriculteur, où il doit être une affaire de comportement individuel et de responsabilité du consommateur, parce que ça ne tient pas du tout en compte ni le pouvoir d'achat du consommateur, ni le fait qu'il est conditionné par son environnement alimentaire, c'est-à-dire par le marketing et par les messages subliminaux de la publicité, etc. Et qu'il faut absolument poser de façon vraiment claire la question de comment on dépense cet argent public, ces 50 milliards d'euros, et comment on peut mieux orienter. Parce que quand même, c'est un levier énorme, 50 milliards d'euros, si on retire ça, que ce soit aux agriculteurs, parce que 90% de leur moyenne du revenu des agriculteurs est formé par les aides, mais aussi chez les industriels, ils ne seraient pas contents du tout. Donc voilà, moi je pense que le débat, les nouveaux récits, ils devraient tourner autour de ça, de comment... Voilà, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Excusez-moi d'avoir été si long, je suis... Merci. Je vais prendre le débat là ou... Oui, donc là on a... Vous avez l'autre micro. Ouais, ça marche. Donc on a maintenant 3 bons quarts d'heure pour écouter vos questions. Et après la conférence finale, on vous invite à boire un verre à la sortie. Donc allez-y. Question ou commentaire ou autre idée ou hein. Oui, merci beaucoup. Super intéressant, un peu déprimant, mais bon. Du coup, comme vous avez travaillé à la FAO, ça m'intéresse. Bon, on a vu un peu tout le côté français, mais on voit que quand même la FAO et d'autres organisations comme la Banque mondiale ont poussé notre système hyper intensif dans d'autres pays et continuent à le faire. Du coup, ça me pose question de vous voir hyper engagé.
Et en même temps, je vois le positionnement de la FAO qui pousse un peu ce système intensif qu'on sait qui n'est pas du tout la solution dans des pays qui pourtant avaient une agriculture plutôt extensive, assez responsable. Et on leur pousse nos pesticides, on leur pousse nos systèmes hyper intensifs avec des méga bassines, etc. J'aimerais bien savoir votre positionnement sur ce qu'on fait, ce que la France notamment subventionne par des aides humanitaires et développement dans d'autres pays et pousse ce modèle qu'on sait complètement autodestructif. Là, ça marche? Oui. Ouais, alors je parle. Eh ben, alors moi, ça fait longtemps que j'ai travaillé à la FAO. J'étais à la FAO pendant 2 ans, autour de 2003, 2004, 2005. Donc c'était il y a longtemps, mais j'ai ensuite continué à travailler sur eux, enfin sur comment ces organisations-là elles produisent du récit aussi. Et effectivement, vous avez raison que disons, de manière dominante, la FAO produit, est dans ce système-là, même si elle se dit un acteur neutre du débat des politiques agricoles. Mais quand même, il n'y a pas que... la FAO, c'est surtout quelque chose de très inerte, de très lourd, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que la FAO a récemment reconnu l'agroécologie comme une voie prometteuse pour la... Mais alors, évidemment, on dit la FAO, mais d'un côté, elle promeut l'agroécologie, de l'autre côté, elle promeut les OGM. Donc, toutes ces organisations internationales, c'est un peu pareil. C'est à la fois, c'est compliqué parce que c'est à la fois plein d'États membres, de pays différents, qui n'ont pas les mêmes visions de ce qu'ils veulent défendre, mais c'est aussi des services, des bureaucrates qui ont des visions aussi différentes. Au sein de la FAO, il y a des services qui sont très pro-agroécologie et qui ont poussé à fond pour que la FAO reconnaisse l'agroécologie. Ce n'était pas du tout donné au départ parce que c'est vraiment effectivement le temple de la révolution verte au départ. Et puis il y a des pays, par exemple à l'époque c'était Stéphane Le Foll qui s'était allié aux Suisses, aux Brésiliens, à même la Chine à l'époque, parce que maintenant le directeur de la FAO c'est un Chinois, il est hyper biotech et agriculteur de précision, mais c'est des choses qui peuvent... Ces organisations, c'est aussi le produit de rapports de force, le produit de tensions entre services, entre États, et on peut arriver à faire passer des choses. C'est sûr que de manière dominante, la FAO, elle est aussi le reflet du rapport de force. Et, par exemple, il y a eu au niveau international une réforme très intéressante, la réforme du CSA, qui n'est pas directement la FAO, le CFF, c'est le Conseil pour la sécurité alimentaire, le Conseil pour la sécurité alimentaire, non, le Comité de la sécurité alimentaire globale, voilà, le CSA, ça a été une réforme unique d'une organisation de l'ONU, qui était avant une organisation que intergouvernementale qui s'occupait de sécurité alimentaire. Et bien là, c'était à la fin des années 2000, après la grande crise des prix de 2007-2008 puis 2011, il y avait des grosses crises qui ont fait des émeutes de la faim dans plein de pays, etc. Et là, il y a eu une réforme de cette organisation qui est rattachée à la FAO, mais qui n'est pas la FAO, dans laquelle on a pour la première fois dans l'Assemblée intergouvernementale des représentants des personnes concernées, c'est-à-dire des agriculteurs, des mouvements sociaux, des ONG, etc., de la société civile en fait. Et ça a été vraiment une innovation très intéressante qui s'est faite à Rome. Avec il y a tous les gens comme dans les trucs diplomatiques, les gens qui ont leurs petits trucs France, Mozambique, machin, et il y a d'autres pour la société civile qui représentent, alors ils ont leur mécanisme de représentation, et alors ils ne prennent pas part aux décisions parce qu'eux ils veulent rester en dehors, mais donc il y a des choses très intéressantes qui se passent. Donc quand ça a pris des proportions trop revendicatives, il y a eu un autre mécanisme qui était créé en même temps, qui s'appelle le mécanisme des boîtes privées, qui sont aussi représentées, qui a pris une ampleur très forte et qui a commencé à envoyer beaucoup plus de gens, etc. Et en fait, quand ça s'est mis à exister, des forces différentes ont fait en sorte de faire émerger, par exemple, un sommet qui veut prendre la place du CSA avec la société civile comme acteur majeur, et qui est un sommet
promus par les firmes. Donc c'est toutes ces choses-là, ça évolue au niveau international comme au niveau national. Tout est affaire de rapport de force et de construire du récit et de construire des choses comme ça. Donc voilà, moi je suis assez pessimiste parce que quand j'ai commencé, je suis d'abord allée travailler à la Commission européenne, avoir commencé en me disant que oui, bah, c'est là-bas qu'il faut que ça change, pour que ça change sur le terrain. Après je me suis retrouvée à la FAO. C'est pas là qu'en tant que petit individu on peut changer, mais voilà, on peut imaginer que des rapports de force puissent changer un jour. Pas très optimiste. Mais en tout cas, c'est pas tout noir, tout blanc. Voilà ce que je veux dire. Oui, moi j'ai une question qui justement touche la diapo qui est affichée maintenant. Je suis étonnée de la part des collectivités territoriales dans le financement du système alimentaire. Je ne pensais pas que c'était autant. C'est quand même, d'après les chiffres que vous affichez, 19,6%, et qui vont à la restauration collective à 22%. Alors, ma question, c'est est-ce que, par ce biais-là, notamment par une action sur les collectivités territoriales, on ne peut pas influer au moins sur cette part de répartition des financements, quoi, vers des actions moins catastrophiques que l'ensemble de ce qui existe par ailleurs? Alors, vous avez tout à fait raison. Enfin, c'est très important, j'aurais dû le faire. En fait, il y a un petit effet biaisé dans cette présentation du budget, parce qu'en fait, dans les collectivités territoriales, les dépenses des collectivités territoriales, qui sont environ 20% des dépenses totales, c'est des coûts complets. Donc ça prend en compte tout, notamment le fonctionnement des cantines scolaires. Donc les masses salariales, et donc c'est surtout ça. C'est-à-dire que c'est pas un budget qui est redistribué, c'est un budget qui est dépensé par les collectivités pour remplir leur job et la restauration scolaire. Alors c'est effectivement un objectif qui est de transformer, notamment de construire des filières bio qui vont approvisionner les cantines, etc. Mais quand on regarde en termes de nombre de repas ce que ça représente, c'est très très peu, c'est 5% des repas dans l'année qui passent par les cantines scolaires. Mais là, il y a des choses d'innovation qui se font. Il y a des innovations un peu partout autour de, effectivement, d'avoir de l'approvisionnement bio, enfin un peu partout, en tout cas il y a plein de villes qui sont très innovantes. Parce qu'effectivement, vous avez tout à fait raison, les collectivités territoriales, c'est assez intéressant ces dernières années parce qu'elles se sont vraiment érigées en acteurs politiques du système alimentaire en reflétant une demande des habitants, des populations très forte autour de la qualité de leur alimentation. Mais en tant que, notamment les villes, en fait, en tant que villes, elles ont en fait des compétences très restreintes. Elles peuvent jouer un peu sur le foncier périurbain, elles peuvent jouer sur les cantines, effectivement l'approvisionnement des cantines, mais elles n'ont pas beaucoup de leviers pour changer l'offre agricole et l'environnement alimentaire, en fait. Elles peuvent là à Montpellier, ils vont mettre en place des maisons d'alimentation, des choses comme ça. Mais ça reste des petites choses. Il y a un instrument nouveau au niveau national, enfin nouveau, pas nouveau, il a maintenant une dizaine d'années, mais les projets alimentaires territoriaux, et c'est aussi cette idée-là que les acteurs du territoire vont se ressaisir de cette question de l'alimentation. Et il y a un peu de financement, c'est-à-dire c'est rien, c'est moins d'1% de toutes ces masses-là. Mais effectivement, en tout cas, c'est des acteurs qui existent et qui font des choses. Par exemple, je donne l'exemple de Rennes. Rennes, c'est un exemple maintenant qui est bien connu, mais vraiment, c'est intéressant ce qu'ils ont fait, parce que constatant qu'ils ont peu de marge de manœuvre, parce qu'ils n'ont pas de territoire agricole autour, ils ont fait des contrats autour des zones de captage. Ils ont permis aux agriculteurs des zones de captage d'eau de la ville de Rennes, ils leur ont demandé de passer en bio, donc c'est pas sur leur territoire, hein, c'est des contrats, pas sur leur territoire, de passer en bio, et en échange de quoi? Alors il y avait des aides un petit peu, je crois, et il y avait surtout l'offre d'un débouché à travers les cantines scolaires rennaises. Donc il y a des innovations comme ça, avec des sortes d'alliances à distance entre des territoires autour de ces questions alimentaires. Mais ça reste, et ça essaye de se généraliser là, avec l'initiative Terre de Source au niveau du département du Ille-et-Vilaine et un peu plus. Mais donc il y a des choses comme ça innovantes qui se font, mais quand même,
en termes de bras de levier, c'est pas du tout ces 50 milliards. Ces 50 milliards-là, c'est un levier énorme si on arrive à les mobiliser autrement. Et ça, c'est une histoire aussi de concernement politique des acteurs, enfin des responsables politiques eux-mêmes. Mais en effet, c'est des acteurs montants et il faut espérer que... Oui, moi du coup c'est un peu ce que je voulais dire, c'était plutôt une réflexion plus qu'une question. Du coup, effectivement que le bio c'était du coup que le fait qu'on ne développe pas le bio, c'était clairement un choix politique. Et justement par rapport il y a des initiatives de sécurité alimentaire qui se développent du coup pas mal à Montpellier et à Toulouse aussi qui est pas mal développé, mais du coup à chaque fois ça reste quand même des initiatives populaires, pareil comme les AMAP, les achats groupés, ou des choses qu'on pourrait trouver qui sont très intéressantes, mais malheureusement c'est les citoyens qui doivent mettre en place des choses et du coup qui représentent des petits pourcentages de personnes. Voilà quoi, c'est jamais très simple. Par contre, oui, il y a sur la ferme du Bec et Loin en Normandie où l'INRA, il me semble, a fait quand même une étude sur du coup la production en agroécologie, je ne sais plus si c'est agroécologie ou permaculture, enfin je ne me rappelle plus, mais et du coup sur la viabilité de ce système, ce que je trouve quand même une étude assez intéressante. Et voilà, par rapport pour s'opposer à leur avenir de l'agriculture technique, technologique et je sais plus quoi, comme vous parlez de l'agriculture de précision là, qui fait quand même assez flipper. Et voilà, et d'ailleurs la révolte des agriculteurs, il me semble que c'était plutôt pour le pouvoir d'achat que pour faire réduire les normes. Et d'ailleurs, il y a de grandes chances que ça recommence à partir du 15 novembre de cette année. Ça a déjà commencé. Ouais, moi je vais juste dire un mot sur effectivement, je veux dire, il faut bien, c'est sûr que les solutions, elles sont là, elles existent. Elles sont prouvées empiriquement. Je veux dire, les agriculteurs biologiques, ils peuvent produire biologiquement. Empiriquement, c'est clair, ça existe. Enfin, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Et il y a même parce qu'on dit toujours, ah bah oui, mais c'est des petites surfaces, etc. Des expériences c'est mon collègue François Léger qui travaille sur ce qui se fait au Bec et Loin. On va toujours critiquer, ah oui, mais il y a des femelles de cheval parce qu'ils ont un truc machin là. Mais il y a plein, même dans les pays en développement, j'ai des collègues au CIRAD qui développent, qui montrent qu'on peut, on peut tripler le rendement de riz simplement en complexifiant le système. C'est-à-dire, au lieu de faire une riziculture avec que du riz, on met des canards, des algues, on complexifie des poissons, et hop là, on peut tripler le rendement avec le système le plus complexe. Donc, et avec en plus des coproduits qui sont des poissons du canard. Donc pour la diversité alimentaire, c'est intéressant. Donc ça, c'est sûr que... Et à grande échelle, je vous invite à aller voir, c'est vraiment... ça fait plaisir à voir, c'est toujours bien de se faire plaisir. C'est un vieux film d'un gars qui a racheté une estancia en Argentine sur 3000 hectares qui s'appelle Laguna Blanca, et c'est à Entre Rios, en Argentine. Vous marquez Laguna Blanca sur YouTube, Entre Rios, et vous voyez d'où il part, avec une exploitation agricole complètement lessivée par l'agriculture conventionnelle, épuisée, etc. Et il arrive à donc 3000 hectares en agriculture biologique. Eux, ils appellent ça agroécologie là-bas, mais là, en l'occurrence, c'est vraiment l'agriculture biologique sans aucun intrant chimique de synthèse. Et ça fait en plus du land art, c'est magnifique. Ça fait plaisir de voir. Donc, je vous invite à aller regarder, ça fait toujours du bien. Et sinon, en termes d'initiative, et donc ça, c'est possible. Hein. Il y a même en termes, même au niveau macro, maintenant, on a des scénarios qui montrent qu'on peut nourrir les Européens sans produits chimiques de synthèse, c'est-à-dire ni pesticides, ni engrais chimiques. Et comment ça marche? Ça, c'est le scénario TIFA, 10 Years for Agroecology, qui a été fait par l'IDRI. En gros, on arrive à nourrir les Européens à horizon 2050 sans produits chimiques, mais qu'est-ce que ça implique comme changement? Et Européens plus les Maghrébins, là, mon tiers de mes exportations, on les garde dans le bilan. À 2050, on continue de nourrir ce qu'on nourrit actuellement au Maghreb, chez nous, et plus de pesticides. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique évidemment
restaurer les terres. En fait, ça implique de surtout redéployer les surfaces, c'est-à-dire qu'on ne fait plus des céréales pour l'alimentation animale, donc on gagne plein de surface, puisqu'on est obligé d'accepter une baisse de rendement. Hein. En gros, ils ont mis dans leur modèle, je crois, une baisse de 30% de rendement en passant en bio, mais on produit différemment. On produit, et au bout de la chaîne, ça implique que les gens mangent moins de viande. On a moins de viande à manger à la fin, moins d'alimentation animale à produire, et on produit à la place des légumineuses, des choses qui permettent aussi de nourrir les hommes. Donc ça a été compté. On peut tout à fait, en respectant les trends, les statistiques, etc., nourrir l'Union européenne. Et c'est fait aussi au niveau français par un autre think tank, Solagro, sur les mêmes genres de critères. C'est-à-dire qu'on peut, sans utiliser de produits chimiques, nourrir, mais ça implique de changer ce qu'on produit, et notamment d'arrêter de produire ces céréales qui vont à l'alimentation animale principalement. D'accord? Et on extensifie l'élevage et on mange un peu moins de viande. Pardon. J'ai deux questions. La première, c'est si on admet qu'il y a un rapport de force entre deux camps qui ont des visions différentes et qu'il y a un camp qui a plus de moyens finalement, quels outils et stratégies on met en place pour arriver quand même à réussir cette transition écologique et sociale, puisqu'on voit que si on fait du lobbying, du marketing, etc., vous parliez d'un rapport de 1000 fois le budget par exemple, sur un exemple précis. Et donc quelle stratégie et outils vous préconiseriez? Et deuxième idée, je crois que c'est dans le petit traité La décroissance de Charles Latouche, où il parle qu'il faudrait 60% de la population qui redevienne agriculteurs ou agricultrices. Voilà, si on utilise des techniques agroécologiques, etc., et paysannes, on sait qu'on a beaucoup plus besoin de main-d'œuvre. Est-ce que vous avez des idées en tête de justement quelle part de la population devrait retourner à l'agriculture, si on généralisait ce modèle et technique outils? Alors, c'est compliqué de répondre à ça, mais en tout cas, ce qui est intéressant dans ces modèles où, effectivement, dans une période de chômage structurel de masse, c'est intéressant d'avoir effectivement des modèles qui demandent plus de main-d'œuvre pour remplacer les produits chimiques, puisque ça permettrait d'employer des gens. Je ne sais pas, je n'ai pas d'éléments là-dessus. Il y a sans doute des travaux qui commencent à être faits. Notamment en Autriche, il y a un institut qui essaye de travailler autour des questions d'entropie, à la Georges Kourgen qui fait peut-être des choses autour de ça. Moi, je ne sais pas. En termes de main-d'œuvre, je ne sais pas. Mais de toute façon, les trends actuels, c'est plutôt. Ça ne serait pas de la main-d'œuvre avec chacun sa petite exploitation, ça serait des grandes exploitations avec du salariat agricole. C'est ça ce qui se profile. Parce que. Et même si on inverse la tendance, il faudra avoir des gens effectivement qui travaillent, mais. Ouais, du côté des structures sociales, moi les scénarios dont je vous ai parlé, ça parle que des enjeux biotechniques, pas de la dimension sociale et comment ça s'est organisé socialement. Mais par exemple, Laguna Blanca, là, sur des 3000 hectares, le type, il n'est pas sur son tracteur, il a des employés. Mais après, c'est un mec très riche en effet, mais voilà, c'est un choix d'avoir développé ça. Après, là encore, ça montre que techniquement c'est possible, c'est ça qui est intéressant. Après, ça se trouve, il paye très mal ses employés, je ne sais pas. Mais...